Amis culturels, bonjour. L'intruse du califat. L'intruse du califat, c'est le roman de Charles Kwanga, paru aux éditions Ladoxa Édition. Il faut dire éditeur militant. Bonjour Charles Kwanga. Bonjour, Sauf Gérard. Alors, merci de répondre à l'invitation de Cultura. Et juste pour dire un mot sur votre sujet, nous dirons que vous êtes un officier supérieur de la police nationale congolaise, ancien enfant de troupe de l'école militaire préparatoire générale Leclerc de Brazzaville, et vous êtes un féru d'écriture. Il faut mentionner que vous avez déjà publié plusieurs titres, en général des romans, et ce n'est pas la première fois que vous arrivez sur le plateau de Cultura. Vous y êtes déjà arrivé pour avoir écrit à huis clos, et nous avons échangé autour de ce roman. Aujourd'hui, Charles Kwanga, je vous reçois pour parler avec vous de L'intruse du califat, qui est votre 6e roman, sinon votre 6e ouvrage. Absolument, oui. Alors, merci, et je sais qu'il y a d'autres, il faut dire qu'il y a d'autres ouvrages en chantier. Nous en parlerons certainement à la fin. Alors, L'intruse du califat, qui est un roman, je disais tout à l'heure, paru aux éditions L'Harmattan. Et juste pour lire un extrait du l'incipit, nous dirons ceci. Le téléphone collé à son oreille dissimulé derrière le tissu de son foulard se mit à résonner en sourdine. Aminata Tchungi Touré attendait impatiemment que son correspondant raccroche. Une citation dévote de versets sacrés d'une sourate ponctuée par le lit des rituels du muezzin résonnait en fond sonore. Le correspondant, censé être au bout du fil, se faisait plutôt attendre. Je m'arrête là, Charles Kwanga. Voilà l'incipit de votre roman. Et tout de suite, il faut dire, sur près de 6 pages, vous nous placez d'emblée dans un suspense où, par la suite, on apprend qu'il y a un correspondant qui ne prend pas. Et c'est beaucoup plus tard qu'on nous dira que c'est l'époux de Aminata Tchungi Touré. Oui, un grand suspense que vous nous plongez. Effectivement, c'est pour vous pousser à lire la suite, pour comprendre effectivement qu'est-ce qui va arriver avec effectivement cette attente un peu au niveau de l'aéroport où la pauvre dame ne sait plus à quel sens se vouer. Elle croyait effectivement arriver à Bouali, devait effectivement retrouver son mari à l'aéroport, que malheureusement il n'y est pas, et que c'est beaucoup plus sa belle-sœur qui vient l'accueillir dans des conditions un peu assez ubuesques. Donc je vois qu'en lisant la suite de l'ouvrage, vous comprenez exactement pourquoi est-ce que son mari s'est abstenu. Ne répondez pas, et voilà. On le saura au-delà de ce suspense, Charles Kwanga. Mais un suspense qui, du coup, déclenche des vraies questions factuelles que vous abordez, des questions migratoires, des questions d'ordre confessionnel, religieux, il faut dire, un grand procès que vous ferez également autour de, il faut dire, des lignes qui vont suivre. On en parlera avec vous, mais déjà les questions migratoires, des grandes questions d'actualité, et vous vous servez de ce prétexte, n'est-ce pas, de l'attente de l'époux d'Aminata Tchungi Touré, n'est-ce pas, pour nous parler, pour nous dire qu'Aminata revient de Gao, du côté du nord, donc dans le nord Mali, et voilà que, à ce sujet, créons ce beau prétexte, vous abordez là des questions d'actualité, naturellement, des questions migratoires. Qu'en est-il de ces questions, Charles Kwanga? Évidemment, dans un premier temps, il faut parler effectivement de Aminata Tchungi Touré qui revient de Gao, au Mali, où elle a été effectivement façonnée pour devenir une vraie djihadiste, comme tu dis, une vraie moudjahidine. Également, c'est vrai qu'elle voyait comment est-ce que beaucoup des Africains partaient mourir en mer Méditerranée en vue de vouloir partir en Europe, et que c'est également, elle aussi, le moment viendra, lorsqu'elle aura fait ses preuves en Afrique, d'aller effectivement manifester la raison de sa vocation au djihad en Europe. Donc effectivement, la question migratoire, effectivement, c'est un grand problème effectivement, qu'il faut absolument décrypter. Il faut décrypter et vous en proposer, il faut dire, il y a beaucoup de suggestions que vous faites à ce niveau.
naturellement, les questions donc avec tout ce qui se passe sur la Méditerranée, il faut dire, ces frontières qui ne sont pas facilement accessibles, et vous allez au-delà même donc de simples supputations pour nous en faire quelques propositions. Alors aujourd'hui, quel regard vous avez sur ces frontières qui sont difficilement accessibles, sur ces grandes questions migratoires, sur ces morts que l'on compte en centaines, sinon en milliers aujourd'hui, sur la Méditerranée? Bien, je vois, donc il faut dire que quelque part, c'est l'Europe qui s'est fait piéger par son propre passé colonial. Parce qu'effectivement, les Européens, en venant en Afrique, nous ont fait comprendre effectivement que nos cultures étaient des cultures barbares, qu'il fallait qu'on puisse nous civiliser. Et la civilisation nous a fait comprendre, nous a fait croire qu'effectivement, il n'y a que les valeurs européennes qui sont les plus adaptées pour que nous soyons, comme diraient des personnes civilisées, et que aussi longtemps qu'en Afrique, ces normes de valeurs culturelles ou de civilisation ne seront pas identiques à celles des Européens, c'est clair que beaucoup d'Africains vont s'exporter vers l'Europe. C'est ce piège, effectivement, qui, en fait, les Européens n'arrivent plus à assumer. C'est ça aussi, effectivement, le problème. Et puis, il y a le fait qu'au niveau de l'Afrique, comme l'a dit Djungui Touré, quand il n'y a pas de perspective viable pour ces jeunes gens, ils sont obligés, effectivement, de s'expatrier. Pour, effectivement, aller vivre réellement la civilisation telle qu'on leur a apportée par nos maîtres colonisateurs. Alors, à la page 22, le narrateur nous dit ceci, enfin, il nous décrit ceci. Parlons de la Méditerranée naturellement. Cette mer séculaire, pourtant creusée de mémorables civilisations, est devenue malheureusement, par la cupidité et l'immoralité des hommes, une morgue informelle. Quoique l'on veuille s'exonérer de la moindre responsabilité dans cette immorale occurrence, il est bien évident qu'en conséquence collatérale des turbitudes inavouées, la Méditerranée s'est transformée en une nécropole lacustre contemporaine, pavée d'illustres âmes sans auréole devant l'indifférence coupable de l'humanité. Ces morts le seraient-ils par simple naïveté? Peu ou prou, chacun cherche asile là où son instinct ou son destin le conduit. Si certains, dans certaines quêtes effrénées pour la survie, pour la liberté et pour l'affirmation de soi, s'en vont naïvement à l'assaut des forteresses imprenables au par-delà les mers, d'autres se contentent plutôt d'aller brocanter, et vous mettez brocanter entre guillemets, gaiement des souks à Marrakech, Rabat ou Tanger. Je m'arrête là, Charles Kouanga, juste une description de cette mer, une image, n'est-ce pas, que le narrateur nous présente de cette mer historique, mémorable, comme il est écrit, mais qui désormais n'est autre qu'une morgue, puisque tout à l'heure je disais que les morts se comptaient par milliers, pour ne pas dire par... Voilà. Et alors, c'est vrai que nous disons que Aminata Tchungi Touré revenait de Gao pour des raisons qui seront évoquées beaucoup plus tard. Ben, l'on sait que c'est pour une immersion confessionnelle, car marié à un musulman, il a été question pour cette épouse d'origine camerounaise et mariée à un Malien, il faut dire, donc à un Ouest-Africain, qui immersion parce que entre-temps il y a eu cette conversion à l'islam, et son épouse a bien voulu que son époux a bien voulu que l'épouse aille s'imprégner de cette nouvelle culture. Et pourtant, ça sera déclencheur de beaucoup de choses par la suite de votre récit, en fait. Oui, absolument. Parce qu'effectivement, Marie-France Tchungi, c'est en fait son nom d'origine. C'est une Camerounaise qui a grandi au Kakongo, qui est un État effectivement en Afrique équatoriale. Voilà, il faut dire que le Kakongo, c'est le cadre géographique que le narrateur nous présente dans le roman de L'intruse du califat. Absolument. Il a donc grandi effectivement au Kakongo, particulièrement à Bouali, qui est une ville portuaire, où, étant chrétienne de naissance, entre guillemets, en voulant effectivement expérimenter une spiritualité qui puisse aller avec sa vocation,
Elle va donc flirter avec certaines pratiques syncrétiques des églises de réveil et jusqu'à ce trouver son chemin, sans trouver sa voie. Elle va donc faire la connaissance d'un marabout qui la mettra en contact avec un riche homme d'affaires malien. Et ce malien qui, effectivement, pour que cette femme apostasiée, qui a dû renier sa religion chrétienne pour devenir musulman, il fallait bien qu'elle aille au Mali pour une immersion aussi bien familiale que confessionnelle. Voilà. Et pourtant, on sait que les vrais fondamentaux ne seront vraiment pas ceux-là, puisque ce n'est rien de tout ce qui est décrit, ce n'est au-delà, il faut dire, rien de cette immersion culturelle ni familiale, car Marie-France Tchungi ne verra jamais la famille de son époux à Gao. Oui. Et également, ce ne serait que pour une formation vouée. Oui, parce qu'en fait, idéalement, elle devait se rendre à Bamako. Mais arriver effectivement à Bamako, c'est beaucoup plus un comité d'accueil qui la reçoit, qui nuitamment va donc effectivement l'amener vers Mopti, Tombouctou, Gao. Et pour de là, effectivement, dans une mosquée donnée au niveau effectivement de Gao, et sont en fait formatées pour devenir une djihadiste. Voilà. C'est là où j'en voulais arriver. En fait, ce que je veux dire, Charles Kwanga, c'est que vous nous présentez ce prétexte pour argumenter sur des questions essentielles. C'est d'abord des mouvements djihadistes que vous décrivez, oui, et que l'on a aujourd'hui principalement dans le nord du Mali, oui, où l'on sait ce qui se passe aujourd'hui. On est naturellement là dans l'actualité. Également, le procès que vous allez faire à l'endroit de toutes les confessions religieuses, quoique l'islam en est le point de départ. Évidemment dans ce roman, vous comprenez aisément comment est-ce que cette femme d'origine chrétienne va partir de la religion catholique pour une voie purement néo-évangélique, Zagib dit Turveil. Là-bas également, elle va expérimenter une autre manière de vivre la foi chrétienne qui va en fait la décevoir. Et dans sa quête à la fois syncrétique de la chose religieuse, va donc arriver chez un marabout, qui effectivement va plutôt l'amener à ouvrir ses portes finalement intégrées de l'islam, donc devenue musulmane. Bon, alors, allons pas à pas, Charles Kwanga. D'abord, ce syncrétisme chrétien déjà que vous présentez, et vous martelez davantage sur les pratiques, en fait, que ce soit dans la religion catholique, que ce soit dans les néo-apostoliques ou le néo... vous nous montrez que dans le fond, on est loin, n'est-ce pas, du dire et du faire dans la foi chrétienne. Évidemment, parce que la foi chrétienne monothéiste, il y a un Dieu qui est là, qui nous apprend simplement l'amour. Mais malheureusement, dans les pratiques des hommes dans ces religions, en fait, c'est le contraire qui se produit. On enseigne que beaucoup de personnes qui, au départ, avaient une certaine vocation de servir un Dieu donné, sont obligées effectivement de changer de cap. Voilà. Et en fait, en cherchant une voie idoine pour qui puisse intégrer leur foi, ben, c'est clair qu'ils sont obligés d'être ballottés à gauche et à droite, avec tous les risques que cela comporte. C'est le cas effectivement de Marie-France Tchungi, qui devient effectivement une vraie djihadiste. Voilà. Et donc, au-delà de Dieu qui est branlé comme, n'est-ce pas, un vrai fétiche, c'est en réalité des pratiques, il faut dire, de prostitution qui s'y exercent. Oui, pour le cas d'espèce, effectivement, là où Marie-France Tchungi avait intégré l'église des saints, du tabernacle des derniers jours. Évidemment, c'est effectivement au cours d'une veille de prière qu'elle va subir effectivement les assauts de son pasteur. Et cela va dire, écoutez, ça, je crois que je trompe de voix, il fallait qu'elle arrête. Et également, il faut dire, ce commerce de sexe qui s'exerce sur des mineurs, sur des femmes mariées, il faut dire qu'il y a un vrai commerce de sexe que vous nous décrivez, n'est-ce pas, dans ces
églises dites de réveil. Parce qu'en fait, au départ, En partant de- Marie-France, c'était comme dire un peu, c'est un peu comme le malheur pour elle. Elle avait pour mission de l'église de s'occuper effectivement de la jeune femme. Mhm. Et que tout ce qui se passait, entre guillemets, dans l'antichambre du bishop, du pasteur, parfois elle n'était au courant de rien. Et quand on lui disait, elle ne croyait pas. Lorsqu'elle était elle-même victime de cette réalité-là, ben, elle a compris que quelque chose n'allait pas dans cette manière de servir un Dieu. Un Dieu qui est infiniment bon, qui est infiniment... c'est vraiment l'amour en réalité. Voilà. En fait, c'est au nom de Dieu que tout cela, il faut dire, et que cette pratique bat de l'aile. En réalité, c'est au nom de Dieu que cette prostitution bat de l'aile. Au nom de Dieu que finalement, ces abus sexuels sur des sujettes mineurs également bat de l'aile. C'est au nom de Dieu que tout ce vrai commerce, vous le décrivez, et le narrateur nous le présente de façon très expressive, Charles Kwanga. Évidemment. Donc, au-delà d'une simple description des faits, je pense qu'il y a une réelle dénonciation. Je crois qu'effectivement, écrire, c'est avant tout de dénoncer. Parce qu'effectivement, l'écrivain, c'est avant tout, comme dirait, c'est comme un peintre. Parce que ce roman, pour moi, apparaît comme une sorte de fresque qui effectivement nous présente le monde, l'humanité, sinon notre contemporanéité avec effectivement ces différentes réalités. Et l'écrivain en tant que peintre, en fait, les traduit, les présente, avec parfois certaines difformités de couleurs. Alors, je vais lire juste un extrait pour illustrer ces quelques propos que nous venons d'évoquer. Voilà, je vais lire donc à la page 156, ou si vous voulez, 158, deuxième paragraphe, 158, deuxième paragraphe. L'Église des saints du tabernacle de la fin des temps, voilà, c'est l'intitulé de cette église de réveil, s'accommodait aisément avec la mouvance charismatique des églises néo-évangéliques. Toutes les rues, dans tous les quartiers, aussi bien à Mavoula qu'à Boali, étaient couvertes des enseignes, parfois aussi en langue locale, présentant et publicitant les différents horaires de culte. Ces églises sectaires, souvent très fondamentalistes dans leur expression de la foi, rivalisaient d'invectives, notamment à l'égard de l'Église catholique, telle que l'expriment aussi certains milieux djihadistes. Dissimulant souvent leur véritable essence, ces confessions se parent usuellement d'un paravent faussement spirituel. Avec des discours des pics réformateurs, les gourous adulés tels des vents de scène cultivent un vrai culte de la personnalité qui leur permet de subjuguer autant d'adeptes parfois des prosélytes honorables, cooptés plutôt pour leur bourse par de talentueux recruteurs. Bon, je m'arrête là. C'est assez expressif, n'est-ce pas? Et entre les lignes, je ne lirai pas d'autres détails que le narrateur nous présente dans les lignes qui suivent, mais en tout cas, j'invite nos amis culturels, nos amis téléspectateurs à découvrir ce très beau roman, il faut dire, de Charles Kwanga, L'intruse du califat. Alors, Charles Kwanga, tout de suite, je vais vous inviter à nous lire un extrait voilà, que vous prendrez comme ça au hasard, et peut-être un choix exprès. Ben, je crois un premier extrait, je vais par exemple lire ceci. Voilà, page 219, le deuxième paragraphe. Page 219. 219, deuxième paragraphe. Ah oui. Aminata Tchungi Touré, au contraire, observait silencieusement la multitude bigarrée qui s'activait autour du Maccabée. Était-ce parce que la victime fut simplement une femme de race blanche que tout ce monde s'affairait ainsi? Elle se posa instinctivement la question, sans toutefois y répondre. Depuis son séjour à Gao, elle avait appris à maudire dorénavant les Blancs et tous ces mécréants qui entérinent et s'approprient leur culture. Il faudra bien qu'un jour, se dit-elle, que l'homme noir s'émancipa de la tutelle chrétienne. Aboubakar Shekau finit-elle par clamer
avait vraiment raison de créer Boko Haram. Elle hurla d'une voix tellement vive qu'elle crut et redouta d'avoir été entendue par une tierce personne. Elle se tut aussitôt et se mit plutôt à écouter discourir davantage d'intervenants, tous, les uns que les autres, compatissant avec cette tragique disparition. Évidemment, il s'agit ici de la découverte de la femme blanche, la française qui avait été effectivement décapitée par elle et jeté effectivement le corps dans une rivière, comme pour manifester sa vocation au djihad. Comme elle avait pris à Gao, il fallait bien qu'elle puisse expérimenter cette vocation, c'est-à-dire qu'elle tue un Européen pour dire qu'elle est vraiment dans le djihad. Et on sait que là, c'est plus loin, puisque nous sommes déjà à la page 219. Oui. Pour un roman, il faut dire Charles Kwanga, de 260 pages. Là, vous nous avez amené très loin, parce que j'aurais bien voulu que vous nous présentiez déjà, n'est-ce pas, entre les lignes, d'abord, la vraie intrigue du roman, et là, on est quasiment à la fin que vous nous conduisez. Mais déjà, ce que je voulais présenter, Charles Kwanga, c'est cette belle intrigue de Marie-France Tchoungi, donc Touré, Marie Tchoungi Touré, Aminata, qui est devenue Aminata une fois convertie à l'islam, il faut dire qu'elle est devenue Aminata Tchoungi Touré. Mariée, vous l'avez dit, à un musulman, donc du coup converti, Marie-France Tchoungi devient Marie Aminata Tchoungi Touré. Et envoyée par son époux à Gao, dans le nord du Mali, pour une immersion, pour une éventuelle immersion, confessionnelle, il faut le dire, mais l'on sait qu'au-delà de ce voile, n'est-ce pas, de ce gros arbre, on sait qu'il y a autre chose, une autre réalité qui va se dessiner. Et de retour, une année après, de retour finalement au Congo, l'on sait que Marie Tchoungi, Aminata Tchoungi Touré, ne sera pas la bienvenue au sein du foyer de son époux. Et là, elle sera piégée par son propre époux pour un prétendu flagrant délit sexuel ou libertin, parce que l'on sait que c'est un vrai libertinage, le piège. Et alors, partant de ce prétexte, partant de ce flagrant délit, prétendument préparé par son époux, elle sera révoquée de son foyer. Alors va commencer le vagabondage de Aminata Tchoungi Touré, mais qui réellement va trouver refuge dans la mosquée d'Ar es Salam. Effectivement, oui. Bon, et de là, il y a finalement ce voyage, n'est-ce pas, ce vagabondage, comme je disais, d'une église à une autre, d'une foi convertie à ceci, à cela. Il y a un vrai voyage, un vrai pèlerinage qui va s'opérer d'Aminata Tchoungi Touré jusqu'à finalement à devenir une vraie djihadiste qui ira combattre jusqu'au Nigeria et plus loin que le Nigeria. Et on sait finalement que ce prétexte qui était parti de l'immersion confessionnelle n'était qu'autre chose qu'un vrai motif pour préparer Aminata Tchoungi Touré dans cette perspective qui deviendra finalement une vraie réalité. Effectivement, oui. Je crois que l'une des leçons à tirer, c'est que c'est aussi pour revenir à une chose. Les motivations réelles de son mari ne sont pas réellement connues. Elles ne sont pas réellement connues. Ne sont pas réellement connues. Est-ce qu'il voulait simplement faire de sa femme une djihadiste pour effectivement exécuter des missions dans le cadre du djihad? On ne sait pas. Mais c'est pour nous une manière de faire attention. Oui, mais en même temps, s'il faut prendre cette hypothèse, Charles Kwanga, à aucun moment on nous présentera l'implication de son ex-époux dans tout ce qui s'en suivra. Absolument pas, oui. Et donc à ce moment également, il y a l'objet du doute. Plus en fait, c'est quoi? Lorsque la dame se retrouve au Mali, elle est complètement formatée. Oui. Donc tout ce qu'elle a effectivement comme passé
aussi bien culturelle que confessionnelle, sera effacée pour une nouvelle vie optionnelle, qui est celle effectivement de faire le djihad. Et que cette dame euh, qui est une néophyte en réalité, qui n'a pas de rudiments pour mieux ancrer ce qu'elle a appris, ben c'est clair qu'elle sera beaucoup plus manipulable facilement. Et c'est ce qui est arrivé. Lorsqu'effectivement elle arrive à Boali, son mari Boali, qui est une ville qui est du Congo, il faut dire, une ville voilà, portuaire où il y a aussi beaucoup des musulmans, de Français, des Français, oui. des Européens, des Américains. Et effectivement, pour cette dame qui revient à Boali, c'est peut-être pour venir animer un réseau dormant du djihadisme. Et ça, je vois, c'est aussi une leçon pour nous. On doit faire très attention. Et au bénéfice de qui, puisqu'après, à aucun moment, elle n'est récupérée par aucun réseau. Oui, en fait, au bénéfice effectivement du terrorisme, simplement. Qu'il s'agit effectivement de frapper les intérêts occidentaux là où ils sont, n'importe où. Et que si effectivement on a créé entre guillemets une arme qui va effectivement se faire sauter comme ça pour simplement tuer des étrangers, particulièrement des occidentaux, pour marquer effectivement que non, voilà, nous sommes présents comme dans tel pays, c'est ça aussi effectivement le but pour lequel la pauvre dame a été envoyée au Mali, à Gao. D'accord. Alors, chers amis culturels, nous rappelons que nous recevons sur le plateau de Cultura Charles Kwanga, qui nous arrive avec un roman paru aux éditions L'Adoxa, donc un éditeur militant, et il faut dire que c'est l'intruse du califat. Alors, c'est à ce niveau que Charles Kwanga, je m'en vais vous demander pourquoi l'intruse du califat. L'intruse du califat, c'est simplement parce que lorsque Aminata Tchungu Touré se rend compte qu'elle s'était trompée de voie et que le Dieu que tout le monde sert, qu'il est infiniment bon, et qu'en se basant sur un fait biblique qui est commun effectivement aussi bien qu'aux musulmans qu'aux chrétiens, notamment le sacrifice d'Isaac par Abraham, et que Dieu avait substitué Isaac par un mouton, et s'est dit, mais comment est-ce que je veux continuer à me mettre à tuer des gens au nom de Dieu? Pour essayer de dire que en fait, Dieu n'est pas un criminel. Et que tout ce que nous faisons en tuant des gens au nom de Dieu, c'est pas correct, c'est pas normal. Et pour se venger de ça, elle va donc effectivement intégrer un califat, où effectivement elle n'était pas attendue, parce qu'effectivement le califat qu'elle va intégrer, c'est en fait Boko Haram, où en fait Aboubakar Shekau, c'est comme je dirais le calife, qui gère effectivement cette entité géographique, cette ère administrative, confessionnelle, qui est devenue comme un califat, et que c'est lui le calife, le chef de ce territoire. Et ma réforme, Aminata Tchungu Touré, qui, en ayant compris le sens de la spiritualité, s'est dit, il faudrait bien que j'aille dans ce califat pour me venger. Voilà pourquoi, effectivement, en réalité, c'est une intruse. Parce qu'elle n'est pas de ce milieu, en réalité. Oui. Et simplement pour se venger, elle fait tout pour intégrer ce milieu, pour s'en prendre au chef de ce califat-là. Voilà. Alors, Charles Kwanga, une deuxième lecture. Quel extrait? Bien, un autre extrait. Je vais prendre quelque chose. Je ne peux pas la voler. Bien, je crois que je veux m'arrêter ici. Voilà. Page 223. 223. Le deuxième paragraphe. Oui. Allons-y. Voilà. Une vive lueur à la teinte cramoisie illumina instantanément la voûte blafarde de sa cogitation. Elle se rappela, bien désolée, de son ancienne alliance avec la Vierge Marie avant qu'elle n'adjurât sa religion chrétienne, devenue celle des infidèles et des apostats. Dieu aurait bien pu laisser Abraham décapiter son fils pour manifester sa dévotion et son obéissance à lui. Dieu aurait bien pu se complaire à contempler
le son d'Isaac dégoulinant de sa carotide entaillée et s'écoulant sur la roche, Isaac gisant dans une mare de sang, pendant qu'Abraham brandirait sa tête tel un trophée offert en holocauste, serait probablement l'image que Dieu préférerait. Mais au contraire, dans sa miséricorde infinie, il concéda plutôt qu'Abraham immola un mouton à la place d'Isaac. Dieu épargna ainsi cette vie car il ne règne pas sur du sang et ne saurait s'entacher d'une telle souillure. Si Isaac avait été sacrifié à l'autel de la foi et de l'alliance, les contemporains d'Abraham le prendraient pour un simple criminel, tout autant que son Dieu qui aurait cautionné cet assassinat rituel. Or, Allah, ou Dieu, ne saurait être un criminel, un simple Dieu de sang. Merci. Je vois déjà que c'est un extrait qui vient illustrer les propos que vous avez mentionnés tout à l'heure. Oui. Alors, Charles Kwanga, il faut dire que d'entrée, il faut dire dès le début de l'ouvrage, vous revenez sur cette mention de l'avertissement qui nous dit que cet ouvrage est une simple fiction, comme toute œuvre de l'esprit. Sa trame est ainsi que les différents noms des personnages sont simplement imaginaires, donc fictifs et fruits de l'imagination. Oui. Alors, et pourtant, en parcourant ce roman, on sait qu'il y a une réelle imbrication, n'est-ce pas, des noms réels, donc des noms réels, des personnages existants qui sont des hautes personnalités. Vous citez Angela Merkel, vous citez le Boko Haram, vous citez tant d'autres, n'est-ce pas, que l'on retrouve aujourd'hui sur la scène internationale, sur la scène politique internationale, sur les relations internationales, mais également on a des noms, des personnages totalement fictifs. Cette corrélation, cette imbrication justifie quoi réellement? Donc, est-ce une façon de nous dire qu'il y a, n'est-ce pas, des thèses que l'on veut vraisemblablement, auxquelles il faut vraisemblablement croire, et tout comme il y a des simples évocations que... Je vois que nous sommes contemporains de ce qui se passe, notamment du terrorisme, et que dans le cas d'espèce, la trame de l'histoire, la trame du roman est purement fictive. Mais cependant, certaines personnalités citées à l'intérieur peuvent être réelles du fait que ce sont les protagonistes dans le roman qui les citent. Même les personnages, mes personnages du roman sont fictifs. Quoique, effectivement, ces personnages ont parfois leurs opinions. Je vous le conseille, mais maintenant, au niveau des personnalités, oui, des hautes personnalités citées, dont le réel, n'est-ce pas, de notre univers. Oui, c'est aussi pour amener un peu le lecteur à la contemporanéité des choses. Nous vivons effectivement un monde dans lequel nous voyons comment le terrorisme est en train effectivement de s'enraciner au fur et à mesure. Vous voyez un peu le cas du Mali. C'est quoi, le roman date de 2000, je crois que c'était publié en 2000, si je vois bien 2018. Mais la question malienne est toujours d'actualité. Oui. Avec effectivement les mêmes acteurs. Donc c'est plus simplement qu'effectivement la trame de l'histoire, elle est fictive. Elle est fictive, mais elle est réelle. Elle est très pertinente, il faut dire. Elle est totalement factuelle, voilà, il faut le dire. Alors, et tout à l'heure, Charles Kwanga, vous avez parlé des leçons à retenir finalement dans cette intrigue ou dans ce roman. Et je m'en vais également dire que l'une des leçons également à retenir, c'est celle d'appréhender le fait que le terrorisme est présent parmi nous. Là également, c'est une, n'est-ce pas, approche que vous abordez. Évidemment, sur également les frontières que l'on partage, sur tout ce qui passe au niveau de nos frontières, il y a un terrorisme qui nous guette également. En fait, c'est aussi pour une manière d'interpeller un peu nos concitoyens, pour qu'ils se rendent l'évidence que le terrorisme, il est à côté de nous, il est autour de nous, et qu'à tout moment, pour un geste, pour une action inconsidérée, on peut faire passer des actes qui peuvent nuire à nous tous. Parce que simplement, on n'a pas été consciencieux de notre travail qu'on a à faire. Lorsqu'on est effectivement à une frontière, on doit faire attention à beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, la personne
qui s'approche de vous, vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas ses intentions. Et qu'effectivement, avec la situation du Nord Mali qui devient de plus en plus un terroir incontrôlé, incontrôlable, qui devient, comme vous direz, un vivier de terroristes, ben, on doit faire très attention. Déjà, il y a Boko Haram qui est juste à côté de nous, qui jusqu'à présent, effectivement, n'a toujours pas été éradiqué. Bien que cette secte soit encore subdivisée en dessous groupuscules nuisibles, je crois que quelque part, nous qui sommes, je parle du Congo qui est juste à côté de ces pays, notamment le Cameroun, ben c'est clair que ben, la menace elle est là. C'est un peu le cas de la RCA, qui n'avait jamais été à l'époque un État, comme qui dirait, multiconfessionnel, mais qui, depuis une année, 2 ans, devient effectivement un État où le terrorisme est en train effectivement de s'ancrer au fur et à mesure. Ok. Donc, en fait, l'exception congolaise doit aussi nous interpeller. Voilà. Et là également, vous faites mention au fait qui relève de la perméabilité de nos frontières. Absolument, oui. Parce qu'on a frontière, il faut être très regardant. Il y a des cadres, il y a des gens qui sont censés effectivement assurer leur travail à ce niveau, ben, ils doivent être très regardants. Page 23 de la question migratoire. Voilà, c'est un chapitre qui est ainsi intitulé de la question migratoire. Le mirage européen, toujours éblouissant et naturellement irrésistible, malgré sa démythification par l'émergence de celui plus exubérant d'une Chine très conquérante et attractive, n'aura jamais cessé toutefois d'obnubiler la jeunesse africaine éprise de pain et de paix. Chacun, malgré tout, présume naïvement de trouver en Europe le sésame de la réussite sociale et du plein épanouissement. Voir l'Europe et mourir. Fin de citation. Tel est le slogan que l'on intériorise parmi les jouvencelles déboussolées par l'absence de perspectives viables. Chacun, dans une naïve puérilité, y voue alors un culte singulier et s'attache, tôt ou tard, à briser ce mythe européen. Déjà Aminata Tchoungi, à l'époque de sa tendre adolescence de Marie-France, manifestait cette irrésistible envie de s'expatrier pour la France ou l'Allemagne. Elle considérait naguère ces deux pays comme étant ces deux naturelles mères patries. Fin de citation, je m'arrête là. Charles Kwanga, pour revenir, n'est-ce pas, à ces questions migratoires, également à cette jeunesse dépourvue totalement des réelles perspectives et qui espère en la métropole pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver des grains d'espoir, pour vouloir faire leur vie. Et quelque part, on sait que le narrateur va nous mentionner qu'il y a là aussi une responsabilité de nos autorités, puisque c'est une jouvencelle, comme vous avez mentionné quelque part, qui est vouée à elle-même et qui ne sait à quel sein, naturellement, se vouer. Oui, effectivement, parce que si les jeunes gens sont obligés effectivement de s'expatrier, d'aller affronter le désert à Agadez au Niger, parce qu'il faut traverser le Sahara pour arriver effectivement soit en Algérie, soit en Libye, soit en Tunisie, pour simplement traverser la Méditerranée, c'est parce qu'effectivement, ils n'ont pas de perspectives viables chez eux. Ils peuvent être diplômés et qu'ils n'ont pas, par exemple, si je dis, écoutez, ici j'ai été diplômé, ça ne me sert à rien, bien autant mieux que j'aille tenter ma chance en Europe. Je pense qu'effectivement, au niveau de l'Europe, là-bas, il y a, tout est à la portée de tout le monde. Et cela, vous faites mention de cette belle expression, n'est-ce pas, où vous parlez de la jeunesse africaine éprise de pain et de paix. Oui, effectivement, parce que de pain, c'est à cause de la misère, de la famine, ils n'ont pas de quoi se substancer, de un, et puis de deux, avec effectivement le climat social qui est souvent compatible avec les guerres civiles et ainsi de suite, ben, les gens ne savent plus ce qu'il faut faire, autant mieux aller ailleurs pour avoir et le pain et la paix.
Et quelque part, vous mentionnez, Charles Kouanga, que si aujourd'hui, n'est-ce pas, il faut dire les dirigeants africains, il faut dire, ne lèvent pas le temps pour marteler également, pour dénoncer finalement tout ce qui se passe sur la Méditerranée, tout ce qui se passe au niveau des frontières inaccessibles en Europe, c'est parce qu'ils sont en amont responsables de cette misère laquelle veut fuir, il faut dire, cette jeunesse. Donc là, vous attirez là également l'attention, une sonnette d'alarme sur les dirigeants africains qui sont totalement impuissants à l'égard de toutes les mesures prises par les Européens sur ces questions migratoires. Oui, parce que déjà, vous parlez du principe que l'Afrique, parfois, n'a pas les moyens pour effectivement donner du pain à tout le monde. Et même s'il peut y avoir un manque de volonté politique, mais il y a une réalité qui est là. Déjà, effectivement, nous sommes un monde qui a été totalement capitalisé, où effectivement les plus riches sont obligés de phagocyter les plus faibles, et que l'Afrique ne peut pas pour l'instant rivaliser avec l'Europe. L'Europe fera tout pour qu'effectivement l'Afrique reste toujours dans cet état effectivement de marché, non de producteur. Et ça, effectivement, ça impacte effectivement la jeunesse africaine, qui est obligée effectivement de s'expatrier pour chercher à pour trouver mieux ailleurs. Il n'y a pas que la jeunesse africaine, mais également, il faut dire, cette fuite de la main habile, pour reprendre l'expression d'Henri Lopez. La fuite des cerveaux vers la Méditerranée. Et finalement, ces cerveaux, il faut qu'ils perdent leur valeur parce que très mal utilisés également de l'autre côté de la Méditerranée. Bon, ben parce qu'effectivement, on croit trouver, effectivement, comme qui dirait, le pain n'est pas seulement en Europe. Et que parfois, quand vous y arrivez, c'est un peu le contraire. Et qu'on est obligé, effectivement, de continuer à vivre dans la misère, bien que en Europe, et ne plus avoir la volonté de revenir en Afrique pour venir, c'est un peu de se mettre à l'ouvrage. C'est un peu, comme vous dites, un peu une honte de revenir en Afrique, effectivement, déjà. C'est une réalité. Un très bon roman, il faut le dire, Charles Kouanga, L'Intruse du Califat, où vous évoquez, je disais, que c'est des questions très actuelles, des questions très pertinentes, que ce soit sur les questions migratoires, que ce soit sur la foi chrétienne, où il faut dire aujourd'hui la prostitution finalement de nos églises, toutes les obédiences comprises. Alors, Charles Kouanga, quel aura été le déclencheur de ce roman? Quel aura été l'élément déclencheur? Quelle aura été la source, sinon la source d'inspiration de ce roman? Qu'est-ce qui a poussé Charles Kouanga à nous pendre ce beau roman qui nous ont dit long sur des questions, comme je disais, très actuelles? Je crois que simplement, il faut partir du principe que vous avez une femme comme Aminata Touré, qui croyait en l'amour, a donc épousé un riche homme d'affaires malien, qui est Eladj, donc qui a été à la Mecque, donc qui a une certaine réputation, mais qui, en réalité, n'était pas la personne que la femme croyait. Et aussi, lorsqu'elle est entrée dans ce ménage, elle a été, entre guillemets, chosifiée pour n'être que, comme vous direz, un instrument du djihad. Et que, n'étant pas naturellement d'un pays musulman, il ne peut que revenir vers son pays d'origine, où il sera obligé effectivement de mettre en pratique sa nouvelle foi, au détriment effectivement de son pays. C'est ça effectivement ce message que je voulais effectivement donner à nos concitoyens qui comprennent qu'au nom de l'amour, on peut faire des choses qui peuvent s'avérer être contraires à ce que l'on voulait en réalité. C'est le cas effectivement d'Aminata Touré, de Marie-France. De Marie-France, oui, devenue la française. La française, voilà, on sait qu'elle est partie du petit pseudo qu'elle avait, la française. Voilà. Marie-France Tchoungui, voilà. Convertie à l'islam, devient Aminata Touré. Voilà. Alors Charles Kouanga, juste une nouvelle présentation, juste pour dire à nos amis culturels qui nous suivent, que nous sommes sur le plateau de culture avec Charles Kouanga, qui est un officier supérieur de la police nationale congolaise, un vrai féru de l'écriture, un vrai féru de la littérature, et qui est déjà à son sixième ouvrage, son sixième roman,
Et Charles Kwanga, c'est un ancien enfant de troupe de l'école militaire préparatoire générale Leclerc de Brazzaville. Et là, c'est un roman, je sais qu'il n'y a pas des romans bêtes, mais c'est en tout cas un roman très intelligent, j'aurais dit, parce que c'est avec beaucoup d'intelligence, il faut dire, beaucoup d'astuces, beaucoup de stratégies, de stratagèmes que vous faites avancer ce roman. Et tout le temps, vous nous laissez dans des suspens qui nous laissent croire qu'on est en face d'un réel officier de la police nationale. Merci Charles Kwanga, en tout cas, pour ce très beau roman. C'est un vrai régal. Il faut dire que c'est un vrai régal. Merci pour tout ce que il faut dire, cette très belle approche littéraire. C'est pas toujours facile lorsqu'on aborde les questions actuelles et surtout des questions très pertinentes qui également peuvent, il faut dire, être source de beaucoup de choses. Alors, une dernière lecture et je vous dis au revoir, Charles Kwanga. Une dernière lecture, je vais vous la trouver quelque part. Permettez que j'aille vers la fin du roman pour montrer comment est-ce que Marie-France Tchungi dans la chute, certainement, à se venger contre, effectivement, voilà, celui qui pour lui était... Permettez que je... Oui, très cher ami. Bien, je prends donc simplement ici déjà. C'est page 249. 249. Deuxième paragraphe. Les raisons du sacrifice suprême. Voilà. Une semaine s'était déjà écoulée depuis l'exfiltration d'Emile Tchungu Touré du Cameroun vers le Nigeria voisin. Son itinérant sacerdoce dans les dédales de la broussaille du nord-est nigérian se manifestait avec davantage d'activisme. Sa perceptible renommée était telle que sa simple présence dans les mosquées de cette contrée abandonnée par l'armée nigériane suscitait un réel respect. Consciente de sa notoriété et de son pouvoir de séduction, elle s'employait à manœuvrer très haut le sabre du djihad. De nouvelles brigades de Moudjahidines s'arrimaient au réseau de suppôts des intégristes. Emile Tchungu Touré se rassérénait intérieurement pour autant de vocations effrénées qui subjuguaient autant de jeunes dames dans cette broussaille perdue. Son indéniable bravoure et son fervent engagement, non sans égrener ni écorcher la noblesse machiste et égocentrique des barbus, suscitaient discrètement de plausibles récriminations et d'éventuelles félonies. Merci. Alors, ça rejoint tout ce que nous avons dit. Charles Kwanga, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Quel commentaire déjà? Un commentaire de cet extrait, de ce passage? Ben ouais. En fait, c'était pour vous montrer comment est-ce que Amina Tchungu Touré, qui était au nord du Cameroun, s'était activement mis à l'ouvrage en servant effectivement le djihad et s'est mis effectivement à recruter des jeunes dames, des jeunes filles qui devaient effectivement servir de bombes humaines. Donc en fait, elle les entraînait déjà pour servir effectivement sa mission de vengeance. Avec effectivement des filles qui devaient effectivement porter des ceintures explosives. Avec le prétexte qu'on va rapidement vers le bon Dieu, vers le Dieu créateur. Absolument, oui, tout ça, effectivement. C'est cette hérésie qui, effectivement, pousse beaucoup de jeunes gens sans trop de culture, sans trop de base spirituelle vers certains gourous qui les manipulent. Donc, c'est le problème. Mais pour le cas d'espèce, elle savait ce qu'elle faisait. C'était elle qui était devenue, on dirait, un peu le gourou de toutes ces filles parce qu'elle avait une idée derrière la tête qu'elle devait effectivement réaliser. Merci Charles Kwanga une fois de plus. Je disais donc que c'est votre 6e roman et ce n'est pas la première fois que vous arrivez sur le plateau de Cultura. Déjà avec vous, nous avons échangé autour de À huis clos.
Mour à huis clos, oui. Oui, à huis clos. Et aujourd'hui, c'était l'intruse du califat. Et je sais qu'en perspective, bientôt, vous avez déjà versé dans la poésie et que certainement, la prochaine fois, nous parlons de la poésie avec Charles Kwanga. Et déjà, il faut dire, vous êtes un écrivain confirmé. Chers amis culturels, en tout cas, merci Charles Kwanga. Merci, Sauf Gérard. Voilà, merci en tout cas pour ce partage, ce très beau partage, je dirais, pour ce très beau roman. J'insiste beaucoup que c'est un très beau roman, paru aux éditions, donc la Doxa Édition, un roman nous avons dit, de 260 pages. Et il faut prendre tout son temps, c'est un vrai régal lorsqu'on a lu ce roman. Et voilà. Et je voulais bien partager cela avec les amis culturels qui nous suivent, chers amis. Je vous prends congé et nous prenons date pour samedi prochain, 14h. En tout cas, merci de nous avoir reçus chez vous. À très bientôt.